Waouh, waouh et waouh. Franchement, ce sont les seuls mots qui me viennent en tête lorsque je pense à la prestation, à la performance de Sarada face à Ryu dans ce chapitre 21 de l'œuvre Boruto Double Vortex. Quand je vois Sarada comme ça, je me demande bien qui est-ce qui peut la battre. Elle est juste trop craquée. Pour moi, c'est le personnage le plus cheaté de l'œuvre à l'heure actuelle. Parce que ses pouvoirs, franchement, les gars, je comprends mieux pourquoi les auteurs ont fait le choix de donner la technique du Hiraishin à Boruto. Parce que le Hiraishin, à mon avis, c'est la seule technique qui peut potentiellement et même substantiellement contrer cette attaque de Sarada, ce Mangekyou Sharingan de Sarada. Et encore, ce n'est pas si sûr que ça que le Hiraishin soit capable de contrer cette attaque de Sarada, étant donné que le Hiraishin se base sur l'utilisation d'objets métalliques. Et dans ce chapitre, on apprend que Sarada, via son Mangekyou Sharingan, est capable de sélectionner la matière, qu'elle soit organique ou pas, qu'elle souhaite faire aspirer dans son vortex. Et justement, en parlant de vortex, pour moi, avec ce chapitre, je pense qu'on a là notre tout premier vortex de l'œuvre, étant donné que le titre de l'œuvre c'est Boruto Double Vortex, donc il y a deux vortex. Et rien qu'avec cette attaque de Sarada, rien qu'avec la finalité de cette attaque de Sarada, où on voit un Ryu qui part complètement en 1000 morceaux, pour moi là c'est un vortex qui s'est créé lorsque Ryu est parti complètement en 1000 morceaux. Et d'après la définition du vortex que j'ai, un vortex est un tourbillon qui se produit suite à un fluide en écoulement. Et là les mecs, voici une photo d'un vortex que j'ai trouvé sur Google. Dites-moi si ça ne ressemble pas à la finalité de l'attaque de Sarada sur Ryu. Parce que pour moi, franchement, c'est pareil. Donc pour moi, Sarada c'est l'un des vortex de Boruto Double Vortex. Et je pense que le second vortex, c'est Boruto. Parce que oui, il y avait des théories qui voulaient que les deux vortex de Boruto Double Vortex, c'était Boruto et Imawari. Pour moi, avec ce chapitre, on a la confirmation que les deux vortex, ou en tout cas que l'un des vortex, c'est Sarada. Parce que pour moi, c'est un peu évident que le deuxième vortex c'est clairement Boruto. Mais pour moi, Sarada, à mon avis, est clairement un des vortex de l'œuvre. Et justement, vu son importance, étant donné que déjà Sasuke nous a dit que Sarada avec son Mangekyou Sharingan, elle va contribuer grandement à changer la situation actuelle qui a suivi l'utilisation des pouvoirs du Senrigan de Hada, c'est-à-dire ce changement de position, ce changement positionnel entre Boruto et Kawaki, que le Mangekyou Sharingan de Sarada va énormément contribuer à rétablir cette situation. Et en plus de ça, dans ce même chapitre, on a un Koji qui nous a aussi confirmé que le Sharingan de Sarada sera prépondérant pour résoudre cette situation actuelle. Donc le personnage de Sarada, elle aura, on l'a compris, une énorme importance dans la suite de Boruto Double Vortex. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto Double Vortex. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse et la review de ce magnifique chapitre 21. Franchement, les auteurs, on sent clairement qu'ils ont décidé de passer la seconde. Parce que là, pour le coup, ce chapitre 21, et même pas que ce chapitre 21, les deux précédents chapitres, franchement, c'était de très bons chapitres. Pour moi, ce chapitre 21 de Boruto Double Vortex, je lui donne la note de 9 sur 10, étant donné que déjà au chapitre précédent, j'avais donné la note de 9,5 sur 10. Celui-ci, je lui donne la note de 9 sur 10, voire même 9,5, parce que pour moi, c'est plus ou moins du même calibre. Ces deux des chapitres de Boruto Double Vortex. Celui-ci, il était juste masterclass. Et ce chapitre a pour titre Mangekyou Sharingan. Et rien qu'avec le titre, vous comprenez déjà qu'on va beaucoup, mais vraiment beaucoup s'attarder sur le personnage de Sarada. Les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Alors, ce chapitre 21 de Boruto Double Vortex commence où le 20 s'était arrêté, étant donné que ce chapitre 21 de Boruto Double Vortex nous montre toutes les étapes par lesquelles est passé le personnage de Sarada pour accepter pleinement cette puissance que lui confère ses Sharingan. Déjà, on a une première phase qui se manifeste par une insouciance infantile et par la déclaration de ses objectifs, étant donné qu'on a une Sarada qui est en train de discuter avec Chocho, là où Chocho va lui dire que elle n'est pas sur la projection à long terme, étant donné que pour elle, ce qui est le plus important, c'est de trouver un mec, un beau gosse, un mec canon. Là on a une Sarada qui est un peu plus dans la projection, et elle, dans une insouciance et même dans une naïveté, j'ai même envie de dire infantile, déclare vouloir devenir Hokage. Et ça c'est assez magnifique, parce que là on a déjà une Sarada qui est dans la projection, qui a des ambitions, qui a de hautes ambitions. D'ailleurs Chocho va le souligner, mais malheureusement elle ne se rend pas encore exactement compte de la difficulté qu'il va lui falloir traverser pour réussir à devenir Hokage.
Et là, on traverse une autre phase super importante. J'ai même envie de dire l'une des phases les plus importantes, les plus cruciales pour le développement du personnage de Sarada, étant donné que Sarada a des sentiments inassumés envers elle-même et envers Sumire pour le personnage de Boruto. Car lorsqu'elle va demander à Boruto quels sont ses objectifs, Boruto va lui répondre que lui, il veut devenir comme son père Sasuke, il veut devenir un Hokage de l'homme. Comme ça, il pourra protéger Sarada. Et là, Sarada va se rendre compte qu'elle a des sentiments inassumés envers le personnage de Boruto. Surtout qu'un peu avant, on a vu une Sumire qui va demander à Sarada, est-ce que tu es intéressé par Boruto? Sarada va en quelque sorte nier. Là où Sumire, elle assume complètement qu'elle a des sentiments vis-à-vis de Boruto. Et là, on traverse une troisième phase. Une phase, on va dire, où Sarada commence petit à petit à entrer dans la réalité, étant donné qu'elle va se rendre compte du gouffre qui la sépare de son rêve, de son ambition de devenir Hokage, car elle va se comparer à Naruto et Sasuke, et elle va se rendre compte que son niveau actuel de puissance est beaucoup trop loin de ces deux monstres qui étaient en ce moment-là relativement à leur prime. Parce que vous savez, pour moi, Naruto et Sasuke prime dans Boruto. Franchement, ne me faites pas rire. Pour moi, vous savez clairement que Naruto et Sasuke dans Boruto, dans les œuvres Boruto, ils ont été complètement nerfs. Du coup, tu as une Sarada qui tombe donc complètement en admiration totale vis-à-vis du 7e Hokage, mais se rend compte que elle n'a pas la puissance nécessaire pour pouvoir égaler le 7e Hokage. Car tu as une Sarada qui va regarder Naruto dire que lui, son objectif c'est de protéger sa famille, et sa famille c'est Konoha. Ce qui est intéressant dans cette phase, c'est qu'on a une Sarada qui se met des limites. Elle se met des blocages mentaux étant donné qu'elle se compare directement à Naruto et Sasuke qui eux ont déjà atteint leur apogée. Elle n'est qu'une enfant et elle se compare déjà à eux. Elle se dit qu'elle ne pourra jamais atteindre leur niveau. Et là, elle se met volontairement des blocages mentaux, des blocages à sa puissance. Et si elle le fait, c'est parce qu'elle sait qu'elle est protégée par Naruto et Sasuke. D'où le fait que Naruto et Sasuke ont dans un premier temps été nerfés et puis enlevés, retirés complètement de l'intrigue. Parce que Naruto et Sasuke représentaient des blocages non seulement pour Boruto, mais aussi pour Sarada et plus généralement et globalement pour la nouvelle génération. Donc, tu as une Sarada qui ne pouvait pas entrer dans un état émotionnel où elle devait laisser exploser sa puissance parce qu'elle était protégée par deux monstres. Et maintenant vient la troisième phase, ce que moi j'appelle la phase de rupture qui se déroule en deux étapes. La première étape, c'est que Sarada se rend compte qu'elle ne va pas toujours tout pouvoir régler de façon pacifique comme le 7e Hokage. Ce que Sarada n'a pas compris, c'est que si Naruto arrivait à tout régler de façon pacifique, c'est parce que derrière, il avait la puissance nécessaire pour lui permettre de régler tout de façon pacifique, car tout le monde respectait et craignait la puissance de Naruto. Ce qui fait en sorte que lorsqu'il parlait, tout le monde était obligé d'obéir et d'exécuter. Et du coup là, tu as une Sarada qui voit dans un Kawaki qui lui, il ne veut pas la paix, lui, il veut la bagarre, et il va même aller jusqu'à vouloir tuer Sarada au point où il va presque crever. En tout cas, il va fendre l'œil de Boruto. Et là, Sarada va donc comprendre. Elle va commencer à avoir un déclic. C'est-à-dire, ça c'est la première étape de la phase de la rupture. La deuxième étape de la phase de rupture, c'est le déclic. C'est-à-dire tout ce que Sarada avait refusé auparavant d'accepter, ses sentiments pour Boruto, le fait qu'elle était trop loin de son rêve et qu'elle devait évoluer en termes de puissance, et le fait qu'elle ne peut pas toujours tout régler de façon pacifique. Ça va se manifester par le fait que tu as les pouvoirs du Senrigan de Sarada qui va interchanger les positions de Kawaki et Boruto, et elle va trouver la situation de Boruto injuste. Donc le fait qu'elle avait des sentiments pour Boruto, des sentiments très profonds d'ailleurs, car là où on voit une Sumire qui est un peu plus froide, on a une Sarada qui est en train de pleurer quand elle se rend compte de la situation de Boruto. Le fait que le 7e Hokage n'est plus là et n'est plus forcément capable de protéger Boruto, et le fait que là elle ne peut rien régler de façon pacifique. Bon, c'est ça qui va constituer le déclic et qui va lui faire éveiller son Mangekyo Sharingan. Et c'est donc tout ça qui a fait aboutir à tout ce monologue du personnage de Sarada qu'on a eu dans le combat face à Ryu. Car Sarada dans le combat face à Ryu va dire: j'ai toujours refusé d'admettre que j'avais des sentiments pour Boruto et je ne voulais pas admettre que j'étais faible. Du coup, ne pas accepter mes sentiments voulait dire rejeter ma force et tout ça. Bref, c'est ça l'explication de tout ça. Et j'ai aimé la prise de parole de Sasuke dans ce chapitre.
chapitre, étant donné qu'il va un peu nous expliquer tout ce qu'on voulait savoir vis-à-vis du Mangekyou Sharingan de Sarada. Et les propos de Sasuke vont débunk pas mal de théories sur le Mangekyou Sharingan de Sarada, car il y avait beaucoup qui nous disaient que lorsque Sarada a éveillé son Mangekyou Sharingan devant Sasuke, si Sasuke avait réussi quand même à protéger Boruto malgré que le pouvoir de l'omnipotence de Hada voulait complètement l'opposé, et bien c'était parce que soi-disant lorsque Sarada avait éveillé ses Mangekyou Sharingan face à Sasuke, elle avait instantanément plongé son père dans un genjutsu qui le forçait contre sa volonté à protéger Boruto. Que nenni, il n'en est absolument rien, étant donné qu'on apprend que si Sasuke a pris la décision de protéger Boruto malgré les pouvoirs de l'omnipotence, c'était parce qu'il connaît l'implication derrière l'éveil de Mangekyou Sharingan, car il est déjà passé par là. Donc Sasuke s'est dit que si la volonté de Sarada de protéger Boruto était aussi forte au point de lui permettre d'éveiller ses Mangekyou Sharingan, ça voudrait clairement dire qu'il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas et que c'est sa fille qui a raison, car Sasuke va nous expliquer que l'éveil des Mangekyou Sharingan dans le clan Uchiwa, c'est parce que le possesseur du Sharingan a été soumis à un traumatisme exceptionnel. Du coup, il comprend donc clairement l'implication de l'éveil des Mangekyou Sharingan de Sarada, et c'est pourquoi il a choisi de protéger Boruto malgré les pouvoirs de l'omnipotence, et non comme beaucoup nous avaient théorisé que ouais, c'était une sorte de Koto Amatsukami et tout. Bon, Sasuke va aussi nous dire que le Mangekyou Sharingan de Sarada aura une importance cruciale pour résoudre la situation actuelle du village de Konoha et même dans la suite de l'œuvre Boruto Triple Vortex. Bon, il nous l'avait déjà dit, c'est-à-dire à la fin de l'œuvre Boruto Naruto Next Generation, Sasuke nous disait déjà que Boruto et Sarada allaient être vraiment prépondérants pour la suite des événements. Et là, il confirme encore ça et Sarada est mise au premier plan. Et on comprend donc clairement que les auteurs savent ce qu'ils font. Parce que nous tous on se disait un peu que Sarada n'avait pas énormément de moments à l'écran où elle brillait et tout. Bon, les auteurs savent pertinemment ce qu'ils font, étant donné que là, ils nous expliquent que si Sarada n'avait pas énormément de moments à l'écran où elle brillait, et bien c'était parce que bon, c'était une étape de développement pour le personnage de Sarada, car Sarada elle-même, elle s'empêchait d'avoir cette étape, cet temps à l'écran où elle brillait, parce que oui, elle se disait que bon, si elle acceptait ses sentiments, ça allait réduire sa force. Or, c'était complètement le contraire. Du coup, c'est très intéressant. Bon, maintenant on va faire un retour au présent et on va directement analyser le combat, si on peut réellement appeler ça combat, parce que pour moi il n'y avait pas combat. Et donc dans une mise en scène franchement exceptionnelle, c'est-à-dire à chaque fois que Sarada dans ce chapitre a été représentée, elle était vraiment, mais d'une aura, franchement c'était juste magnifique. Elle était juste trop stylée, tu sentais vraiment l'aura du ninja badass, comme je l'ai dit, un peu comme Gohan face à Cell quoi. Mais bref, on va pas faire de comparaison, sinon les fans de Dragon Ball risquent de nous faire. Bon, bref, parlons justement de ce combat, de cette Hagra de Sarada sur Ryu. Tu as une Sarada donc qui, après avoir éveillé son Mangekyou Sharingan, comme elle l'a dit dans ce chapitre, parce que là, elle dit l'avoir éveillé, mais non, elle n'a pas éveillé là dans ce combat, étant donné qu'elle avait déjà éveillé devant son père. Mais bref, tu as donc une Sarada qui va d'abord créer un vortex noir. Bon, moi je vais appeler ça vortex, même si ce n'a pas encore été réellement nommé. Du coup, ce vortex là aspire la limaille de fer de Ryu. Ryu va donc attaquer Sarada de par sa limaille de fer. Sa limaille sera aspirée dans le vortex. Ryu va se poser des questions. C'est quoi ce vortex? Est-ce que c'est un pouvoir lié à Sarada ou Uchiwa et tout? Bon, tu as une Sarada qui va dire à Mitsuki de se concentrer sur leur défense, à Yodo et à Araya et lui. Et donc Sarada va s'occuper en 1v1 de Ryu. Et là, on a vraiment une Sarada qui, franchement, c'était juste masterclass. Ryu va tenter de toutes les façons d'attaquer Sarada et de la toucher via sa limaille de fer. Mais il n'arrivera à rien, étant donné que même lorsqu'il va attaquer directement de par la terre, la limaille de fer sera aspirée, mais pas par la même boule, mais pas par le même vortex, mais par un autre vortex qui sera créé par Sarada. Ryu va remarquer ce vortex, il va dire, non. Pourquoi est-ce que ma limaille de fer est attirée à l'opposé du vortex? Et il va remarquer donc le deuxième vortex. Puis il va se dire, il y a deux vortex. Non, il n'y en a pas deux. Il y en a 4 vortex. Et les 4 vortex entourent Sarada, Ryu et les billes de crasse. Donc Ryu est vraiment en difficulté. Puis à un moment donné, via son Mangekyou Sharingan, Sarada va faire léviter uniquement Ryu et elle. Et là les mecs, excusez-moi, mais c'est super
super impressionnant. Genre à quel moment un Mangekyou Sharingan peut permettre de faire voler. C'est-à-dire là actuellement Sarada elle vole, elle flotte dans les airs. Son Mangekyou Sharingan a juste des propriétés exceptionnelles. Et là Mitsuki va nous dire 2-3 petits trucs très intéressants, étant donné que déjà Mitsuki va nous dire que son Mangekyou Sharingan se base sur la gravité. C'est-à-dire Sarada est capable de gérer la gravité. Ça c'est déjà un premier truc très important. Et maintenant le deuxième truc que Mitsuki va nous dire, c'est que Sarada est capable de choisir la matière qu'elle souhaite faire léviter, que la matière soit de type organique, végétal ou même on va dire matériel si vous voulez. Et là on a affaire à une Sarada qui maîtrise complètement l'espace. Franchement Sarada elle est hyper cheatée, elle est over cheat. Et là je me pose la question, qui peut s'asseoir à la table de Sarada actuellement? Qui peut battre Sarada? Parce que là, elle est vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup trop puissante. Et là, Ryu sera complètement à l'agonie dans les airs, qu'il va essayer d'attaquer Sarada de par tous les moyens qu'il pourra. Mais sa limaille de fer ne fera que se faire aspirer. Et là, tu as Sarada du coup qui va créer un gros vortex, un énorme vortex sur lequel elle va rattacher le personnage de Ryu. Et là, tu as un Ryu qui sera complètement aspiré par ce vortex. Ryu va essayer de par toutes les façons possibles pour essayer de se sortir de ce vortex, car il est vraiment en difficulté, il ne peut absolument rien faire. Il va faire venir un sbire de crasse et il va essayer de s'échapper et de retourner dans la dimension des Shinju humains. Là, que nenni encore une fois, Sarada empêche tout. Sarada réussit vraiment à maîtriser l'espace complètement et donc Ryu est complètement à sa merci. Franchement c'est hyper impressionnant. Et encore une fois, dans une mise en scène exceptionnelle, on a une représentation magnifique de Sarada, des Tomoe, de son Mangekyou Sharingan et de ses vortex. Et là Sarada va nous dire que son Mangekyou Sharingan s'appelle le Mangekyou Sharingan ou le kaléidoscope hypnotique du Sharingan Oirume. Franchement c'est juste magnifique. Le personnage de Sarada a juste tout prouvé et elle va faire exploser Ryu comme avec un vortex. Franchement Sarada était juste trop puissante. Et il faut aussi mentionner que lorsqu'elle utilisait de plus en plus son Mangekyou Sharingan, elle a commencé à saigner de l'œil droit. Et du coup lorsque Ryu va exploser, Sarada va s'écrouler de fatigue par les airs directement. Et Mitsuki va envoyer un serpent pour attraper Sarada lors de sa chute. Et là, Sarada a complètement gagné le combat, si bien que le Togedama de Ryu va se manifester. Bon, là, j'ai vu beaucoup dire que les petites particules qu'on voit sur le Togedama, bah, c'est le Togedama qui est en train de se désintégrer. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est dû à la limaille de fer, que c'est la limaille de fer qui est en train de quitter ce Togedama là. Bon, bref, on ne sait pas exactement. Mais là, tout ce qu'on sait, c'est que Ryu est officiellement vaincu. Du coup, on va basculer sur un autre plan. Bon, avant de basculer sur le plan de la discussion entre Kashin Koji, Boruto et Ada, j'aimerais quand même revenir sur les Shinju humains. Alors, j'ai refusé de parler de ça depuis, on va dire, depuis un moment, parce que moi, ça me trotte dans la tête depuis un moment, mais je voulais pas en parler parce que j'attendais encore de voir. Mais là, moi, je me pose une question. Bah, les Shinju humains, c'est réellement toute leur puissance, parce qu'on a quand même un Ryu qui utilise uniquement les pouvoirs de Shinki. Je ne vois pas la différence entre Ryu et Shinki. Moi, je pensais que comme avec Jura, il serait potentiellement capable de faire des, on va dire, des orbes du démon. Mais là, que Neni n'en est absolument rien. Et là, moi, ça me gêne parce que si c'est le cas, bah, on aura un Hidari qui aura complètement les pouvoirs de Sasuke. Et ça ne change absolument rien. Ils n'ont pas de facultés de régénération et autres. Franchement, je ne les trouve pas particulièrement impressionnants. C'est d'ailleurs pourquoi je vous disais que ces mecs-là, ils ne sont pas plus puissants que les personnages de Naruto Shippuden, parce que tu me mets un Minato là, pour moi il lave presque tous les Shinju humains là, parce que les Shinju humains, bah c'est le chakra de Jubi qui a été divisé en 5 et Jura ayant pris en partie, on va dire 50%, et 50% des pouvoirs de Jubi, bah c'est Kyuubi. Minato a battu Kyuubi, Madara a battu Kyuubi, Hashirama a battu Kyuubi. Donc ces Shinju humains là, ce n'est pas réellement une menace pour les personnages de l'œuvre Naruto Shippuden. Du coup, revenons sur la discussion qui implique Ada, Boruto et Koji, car on a une Ada qui fait un briefing de la situation des combats à Koji et Boruto.
Ada va dire à Koji et Boruto qu'ils viennent de vaincre Ryu via l'éveil des pouvoirs de Sarada. Boruto va demander à Koji si le prix à payer en valait vraiment la peine, car on a là pour l'instant la potentielle mort de Yodo. Je dis potentiel parce qu'on n'en est pas sûr. Ce à quoi Koji va répondre en disant que c'était un dommage collatéral pour l'éveil des pouvoirs du Mangekyou Sharingan de Sarada, qui selon Koji seront extrêmement importants, sera plutôt pour l'éveil extrêmement important pour la suite des événements. Boruto va demander s'il n'y avait pas une autre façon de faire. Ce à quoi Koji va répondre en disant que si Boruto avait intervenu, on n'allait jamais avoir l'éveil de Sarada. Et là Boruto va donc demander à Koji si Konohamaru a une chance face à Matsuri. Déjà moi je pense que si Boruto demande ça, sachant quand même que tu as une Matsuri qui n'a plus de bras et plus de jambes, c'est parce que Konohamaru il a quand même 2-3 petits sentiments vis-à-vis de Matsuri, parce que je ne pense pas qu'une Matsuri qui n'a plus de bras et plus de jambes puisse encore faire quoi que ce soit face à Boruto, même si on voit sa rage. Ce à quoi Koji va encore répondre de façon très vague en disant que on ne sait pas et tout. Il ne va presque rien répondre. Boruto va donc s'énerver et là on va donc basculer sur le front qui concerne Konohamaru et Matsuri. Matsuri est très énervée, comme je l'ai dit, elle n'a plus de bras et plus de jambes. Du coup, via ses vêtements, elle va quand même réussir à empoigner le personnage de Konohamaru via une technique, on va dire Mokuton. Et là donc Boruto ne va vouloir rien, il ne va vouloir rien entendre. Là tac, il va apparaître, il va lancer un kunai directement qui va se coller sur Matsuri, et avant que Matsuri n'ait le temps de finir de prononcer le nom de Boruto, qu'elle va se faire déchiqueter à la frise. Franchement, c'était juste impressionnant. C'est-à-dire, pendant que Konohamaru sera en train de regarder là où Boruto est apparu, lorsqu'il est arrivé sur le front, Boruto avait déjà fini de découper. Les regards de Konohamaru suivaient toujours l'apparition de Boruto sur le front. Donc c'était vraiment impressionnant. Et du coup, tu as donc un Jura qui a vu Boruto et qui a senti la présence de Boruto. Donc a priori il y aura un combat Jura versus Boruto dans le chapitre prochain, car on pense tous, comme Kashin Koji nous l'a dit, si Boruto intervient, Jura va forcément intervenir. Donc a priori là on a deux Shinju humains vaincus. Là franchement on peut le dire clairement, les shinobi ont vraiment abattu un travail de monstre. J'aimerais revenir sur le personnage de Konohamaru, parce que je sais qu'il y a des mauvaises langues qui vont dire ouais Konohamaru gna gna gna. Bon, déjà les mecs, dites-vous déjà que tu avais un groupe qui était constitué de 4 shinobi face à Ryu, et Konohamaru était seul face à Matsuri. Il a quand même réussi à mettre Matsuri en pièces. Cette prestation elle est déjà exceptionnelle, peut-être pas comparable à celle de Sarada, mais la prestation de Konohamaru était déjà exceptionnelle. Donc moi je suis fier de Konohamaru. Les fans de Konohamaru, n'écoutez pas les mauvaises langues. Je pense que s'il n'a pas terminé Matsuri, c'est pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais c'était parce qu'il il se sentait, on va dire, relativement lié à Matsuri, parce que comme on sait qu'il a hésité à finir avec Matsuri au chapitre précédent, là peut-être que ce sont des sentiments qui ressemblent potentiellement pour Matsuri qui l'ont empêché de finir le travail. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que Boruto est apparu, parce qu'il savait que émotionnellement parlant, Konohamaru n'était pas prêt à finir le travail. Les amis, la vidéo est arrivée à son thème. Franchement, c'était vraiment une exceptionnelle vidéo, c'était vraiment une exceptionnelle review. Et franchement, le chapitre il était très beau. J'ai kiffé faire cette review. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis nous on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. Merci d'être arrivé jusqu'ici.